Dans ce module, nous allons nous intéresser au comportement et au dimensionnement des poutres. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment on peut calculer les efforts internes dans une poutre à partir des règles de l'équilibre statique que l'on a vues précédemment. Pour calculer les efforts internes à l'intérieur d'une poutre, il suffit simplement de tracer le diagramme de corps libre d'une partie tronquée de la poutre et de calculer l'équilibre statique des forces à l'endroit où on a tronqué notre poutre. Donc, on va montrer ici un exemple. À l'écran, on a une poutre simplement appuyée qui supporte une charge uniformément répartie de 40 kN par mètre sur une portée de 8 mètres. Donc, on a nos deux réactions d'appui qui sont égales à 40 kN par mètre fois 8 mètres divisé par 2. Donc, on a deux réactions d'appui de 160 kN aux extrémités de la poutre. Si on veut calculer les efforts internes, par exemple, à une distance de 2 mètres à partir de l'appui gauche, on va dessiner le diagramme de corps libre d'une section tronquée de la poutre. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, sur ce diagramme de corps libre, on va indiquer tous les efforts qui s'appliquent sur notre poutre. Donc, on a notre charge uniformément répartie de 40 kN par mètre. On a notre réaction d'appui de 60 kN. Et on a des efforts internes qu'on a représentés ici par une force verticale V et un moment de flexion M. Pour prendre en compte la charge uniformément répartie, on peut la remplacer par une charge résultante équivalente qui va être placée au centre de gravité du rectangle. Donc, notre charge de 40 kN par mètre qui est appliquée sur une distance de 2 mètres, on peut la remplacer par une charge résultante équivalente qui est égale à 80 kN et qui est située à 1 mètre de l'appui. Donc, on a à droite de l'écran notre diagramme de corps libre de la poutre tronquée, mais où on a remplacé notre charge uniformément répartie par la charge résultante équivalente. À l'écran, on voit le diagramme de corps libre de la section tronquée de la poutre au quart de la portée. Donc, si on souhaite calculer les efforts internes à cet endroit-là, on va utiliser les conditions usuelles d'équilibre statique. Donc, si on pose que la sommation des forces verticales doit être égale à 0, on va avoir 160 kN, qui est notre réaction d'appui, moins 80 kN, qui est notre charge résultante, plus V, l'effort interne à l'intérieur de la membrure, doit être égal à 0. Donc, si on isole V dans cette équation, on va trouver que V est égal à moins 80 kN. Donc, ça va nous donner une force de 80 kN, mais dirigée vers le bas, contrairement à ce qui est illustré sur le diagramme. Maintenant, si on fait la sommation des moments à l'endroit où on a fait la coupure, au point A, on sait que la sommation des moments doit aussi être égale à 0. Donc, au point A, on a la réaction d'appui, 160 kN, fois son bras de levier 2 mètres, qui va créer une rotation dans le sens horaire, donc qui va créer un moment négatif. Et on a la résultante des forces, 80 kN, fois son bras de levier 1 mètre, qui va créer une rotation anti-horaire, donc un moment de flexion positif. À ça, on va ajouter notre moment interne M, et on va poser ça égal à 0. Et si on isole M dans cette équation-là, on va trouver que M est égal à 240 kN/m. Donc, à l'intérieur de la poutre au point A, on a un effort de flexion interne de 240 kN/m. Les forces V et M que nous venons de calculer sont des efforts internes qui sont induits dans la poutre afin de préserver son équilibre statique. La force V est ce que l'on appelle l'effort tranchant et il est exprimé en kN. Cet effort induit des contraintes de cisaillement dans la poutre et la rupture survient lorsque ces contraintes excèdent la résistance en cisaillement du matériau. Le moment fléchissant M est exprimé en kN/m. Cet effort de flexion génère des contraintes de compression et de tension dans l'axe horizontal et ces contraintes atteignent une valeur maximale au fibre extrême de la poutre. La rupture survient lorsque ces contraintes excèdent la résistance à la compression ou la tension du matériau. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'effort tranchant. Pour illustrer le phénomène de l'effort tranchant, nous allons considérer un cas très simple, c'est-à-dire une poutre simplement appuyée avec une charge concentrée au centre. Donc, si on coupe la poutre à une distance X de l'appui gauche et que l'on trace le diagramme de corps libre de la section tronquée de la poutre, on va être capable d'obtenir les efforts internes, V et M, dans la poutre à cet endroit. C'est ce qu'on voit ici dans l'illustration en bas à droite de l'écran. Donc, si on regarde l'effort tranchant au niveau de notre section tronquée, comme notre réaction d'appui est égale à P sur 2 divisé par le haut, notre effort tranchant
va être un effort de P sur 2 dirigé vers le bas. Et si on regarde le moment fléchissant, bon, on a notre réaction d'appui P sur 2 fois son bras de levier X qui va nous donner un moment fléchissant sur la section tronquée. Donc, on va avoir comme effort interne un moment fléchissant égal, mais de direction inverse. Là, on va avoir M est égal à Px sur 2. À quoi correspond exactement l'effort tranchant? Imaginons que notre poutre soit constituée d'une multitude de petites tranches verticales placées les unes à côté de les autres, comme on voit ici en haut à droite de l'écran. Eh bien, sous l'action de la force externe P, les tranches auront tendance à glisser les unes par rapport aux autres, comme on voit ici sur l'illustration à l'écran. Et donc, entre chacune des tranches, on va développer certaines contraintes de friction qui vont empêcher justement nos tranches de pouvoir glisser, de pouvoir se déplacer l'une par rapport à l'autre. Donc, dans ces conditions, l'effort tranchant représente la résultante des contraintes de friction qui vont s'exercer entre les diverses tranches pour préserver l'équilibre statique de la poutre. On peut mieux comprendre ce qui se passe si on isole une petite tranche sur la poutre. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici en jaune à l'écran. On va isoler la petite tranche illustrée en jaune à l'écran. Donc, si on regarde ce qui se passe sur cette petite tranche-là, on constate que la force externe va induire des contraintes internes de cisaillement qu'on va appeler petit v, qui vont générer une friction interne verticale et qui vont empêcher les tranches de glisser les unes par rapport aux autres. Donc, on voit que sur les deux faces verticales de notre petite tranche, telle qu'illustrée à l'écran, on a plein de petites forces de friction, petit v, qui vont se développer. La somme de toutes ces contraintes petit v, qui sont exprimées en kN par mètre carré, multipliées par la section de notre poutre, qui est exprimée en mètres carrés, vont produire une force résultante interne verticale qui va être égale à l'effort tranchant qu'on va représenter par la lettre V majuscule et qui va être exprimé en kN. Cet effort tranchant-là, en fait, préserve l'équilibre statique translationnel dans l'axe vertical, c'est-à-dire que ça nous assure que notre tranche est en équilibre parce que la sommation des forces verticales est égale à 0. Revenons maintenant à notre poutre tronquée et isolons un petit élément de matière sur la face de coupe. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran ici en bas à gauche. Sur notre face où on a tronqué notre poutre, on a isolé un petit élément de matière là, carré. Donc, si on isole ce petit élément de matière-là, on a le diagramme qui est ici au centre de l'écran et on remarque que les contraintes verticales de cisaillement, petit v, sont égales mais direction opposée, ce qui assure l'équilibre statique translationnel dans le sens vertical. Donc, sur la face gauche de notre cube, on a une force petit v dirigée vers le haut, et sur la face droite du cube, on a une force petit v dirigée vers la droite. Par contre, les deux forces petit v vont produire un moment par rapport au point A qui est situé au centre de notre cube. Si je pose un point A, ici comme sur l'illustration à droite de l'écran, au centre du cube, je m'aperçois que mes deux forces petit v ont un bras de levier par rapport au point A, et que mes deux forces petit v, celle verticale vers le haut et celle verticale vers le bas, vont toutes les deux créer un moment de rotation dans le sens horaire par rapport au point A. Donc, l'équilibre rotationnel n'est pas assuré. Si j'ai uniquement ces deux forces élémentaires-là, petit v, ben mon cube va être en équilibre translationnel vertical, mais il ne sera pas en équilibre rotationnel, c'est-à-dire que mon cube va tourner dans le sens horaire. Pour préserver l'équilibre rotationnel de notre petit cube de matière, il est donc nécessaire de générer des contraintes de cisaillement horizontales qui produiront un moment par rapport au point A, qui imposera une rotation du cube dans le sens anti-horaire afin d'annuler l'effet des contraintes de cisaillement vertical et assurer l'équilibre statique rotationnel. Donc, si on regarde l'illustration en bas à droite de l'écran, on a notre petit cube élémentaire de matière. On avait déjà nos deux forces de cisaillement verticales qui produisaient une rotation dans le sens horaire. Donc, on s'aperçoit que si on génère deux forces de cisaillement horizontales, celle sur la partie supérieure du cube va être orientée vers la gauche, celle sur la partie inférieure du cube va être orientée vers la droite, et ces deux petites forces-là, fois de leurs bras de levier respectifs, vont créer une rotation dans le sens anti-horaire. Donc, qui va venir équilibrer la rotation dans le sens horaire qui est provoquée par les forces de cisaillement verticales. Donc, cette démonstration-là, ça nous montre que le fait d'avoir des forces de cisaillement verticales pour conserver l'équilibre rotationnel
Ça va générer également des forces de cisaillement horizontales, ce qui n'est pas très intuitif. Maintenant que l'effort tranchant va également générer des efforts, des contraintes de cisaillement horizontales, on pourrait représenter notre poutre de façon différente. On pourrait imaginer que notre poutre est constituée d'une multitude de petites tranches horizontales qui sont placées les unes par-dessus les autres. Donc, si on considère la poutre de cette façon-là, on a ici à l'écran, en bas, à droite de l'écran, on a notre poutre, la déformation de notre poutre après l'application de la charge externe, le P. Donc, on constate que sous l'effet de la charge externe P, la poutre va fléchir et que les tranches auront tendance à glisser les unes par rapport aux autres. Donc, ce glissement-là va évidemment être empêché par les efforts de friction interne qui sont associés aux contraintes de cisaillement dans le plan horizontal. Donc, en regardant l'illustration ici en bas à droite, on comprend que même si la force qui est appliquée est verticale, ça va générer des contraintes horizontales, puis les contraintes horizontales ont pour rôle aussi d'empêcher le glissement de nos petites tranches horizontales. Comme précédemment, les contraintes de cisaillement verticales empêchaient le glissement de nos petites tranches de matière verticales. C'est ce qu'on a illustré ici à l'écran. Donc, on voit que les contraintes de cisaillement dans le plan horizontal vont en fait empêcher le glissement des tranches horizontales les unes par rapport aux autres, puis vont faire en sorte que ma poutre va se déformer comme un bloc monolithique. Poursuivons notre raisonnement en revenant encore une fois à notre poutre tronquée et en isolant deux petits éléments de matière sur la face de la coupe. L'un de ces éléments de matière-là va être placé au centre, c'est ce qu'on a fait précédemment, et l'autre va être placé à l'extrémité supérieure de la poutre. Donc, si on regarde plus en détail ce que ça va nous donner, bon, on a ce qu'on a à l'écran ici. Si on voit le petit élément de matière, là, le petit carré de matière placé au centre de la poutre, si j'isole ce carré de matière-là, on a l'illustration que j'ai ici en bas de l'écran. Donc, on a ce qu'on avait précédemment. On a deux efforts de cisaillement verticaux petit v et deux efforts de cisaillement horizontaux petit v également. Maintenant, si je prends un élément de matière qui est situé sur la fibre supérieure de ma poutre, c'est le petit carré que j'ai là sur la partie supérieure de ma poutre, là, sur ma poutre tronquée. Donc, si j'isole ce petit carré-là, c'est ce que j'ai en haut au centre de l'écran, ben, je vais avoir mes deux efforts de cisaillement verticaux, là, petit v, sur les deux faces verticales. Sur la face inférieure, j'ai un élément de cisaillement aussi petit v qui va s'appliquer. C'est la flèche qui est dirigée vers la droite de l'écran. Et sur la face supérieure, comme je n'ai pas de matière au-dessus de mon petit cube, je ne peux pas avoir de contrainte de cisaillement. Mon petit cube ne peut pas glisser par rapport au cube qui sera placé par-dessus lui, puisqu'il n'y a aucune matière au-dessus de ce cube-là. Donc, ça signifie que mon effort de cisaillement à la fibre supérieure sur l'effort de cisaillement horizontal sur le dessus du cube doit être nul. Donc, si l'effort de cisaillement horizontal sur le dessus du cube doit être nul, pour avoir la sommation des forces égale à 0, ça signifie également que mon effort de cisaillement horizontal à la base du cube va être également nul. Donc, c'est ce que j'ai sur la deuxième image. J'ai que la sommation des forces horizontales égale à 0. Donc, ça impose que je n'ai pas de cisaillement horizontal. Et comme on l'a mentionné précédemment, si je n'ai pas de cisaillement horizontal et que j'ai mes deux forces de cisaillement verticales, ben, je ne serai pas en équilibre en rotation. Mon cube va tourner dans le sens horaire. Donc, comme mon cube est à l'équilibre, ça signifie également que je ne peux pas avoir d'effort de cisaillement vertical. Donc, c'est ce qu'on voit à la droite de l'écran. Donc, le fait que la sommation de mes moments doit être égale à 0, ça impose qu'en fait, ce petit cube-là va être soumis à aucun effort de cisaillement. Donc, je vais constater que le cisaillement est forcément nul à la fibre supérieure et qu'il sera maximum au centre de la poutre. En fait, si j'ai une section de poutre rectangulaire, comme pour une poutre en bois par exemple, ben, la distribution des contraintes de cisaillement va suivre un profil parabolique qui ressemble à ça. Donc, on a ici une illustration schématique en bas à droite. Donc, je m'aperçois que mes efforts de cisaillement sont nuls au fibre extrême de ma poutre, c'est-à-dire à l'extrémité supérieure et à l'extrémité inférieure. Ces efforts-là vont être maximaux au centre de ma poutre. Puis entre les deux, ben, mes efforts vont varier selon un profil parabolique. La photo que l'on voit ici à l'écran montre un essai de laboratoire où une poutre en bois, simplement appuyée sur deux appuis,
est sollicité par une charge concentrée en son centre. C'est exactement le même cas qu'on a traité précédemment. Donc, sous l'effet de la charge, on va avoir une rupture en cisaillement horizontal. Donc, on voit la rupture ici de la poutre. On a un plan de rupture horizontale qui est situé approximativement à la mi-hauteur de la poutre, aux endroits où les efforts de cisaillement sont le plus grands. Dans ce cas-là, la rupture a été provoquée justement par le fait que les contraintes de cisaillement horizontal à cet endroit-là dépassaient la résistance en cisaillement du bois. Dans le cas du bois, c'est un matériau qui a une faible résistance en cisaillement dans le sens là, longitudinal par rapport au fil. Donc, c'est ce qui a amené la rupture. C'est une rupture de cisaillement horizontal, même si la force appliquée est verticale, et c'est un mode de rupture qui est très courant dans les charpentes de bois. Si vous regardez, par exemple, les poutres en bois qui sont apparentes à l'école, vous allez souvent voir une série de fissures horizontales à peu près à mi-hauteur de la poutre qui résulte de ce type de phénomène-là. C'est quelque chose de très fréquent dans les charpentes en bois. On peut poursuivre notre réflexion concernant les forts tranchants. En effet, si on examine attentivement le petit élément de matière qu'on a considéré précédemment, on constate que sous l'action des forces de cisaillement, le carré initial va se déformer pour devenir un parallélépipède. C'est ce qu'on a à l'écran. Donc en haut à droite de l'écran, on a le carré initial, on a les 4 efforts de cisaillement qui le sollicitent, puis sous l'effet de ces efforts de cisaillement-là, notre carré va se déformer et va devenir un parallélépipède comme on voit en bas à droite de l'écran. Donc, si on poursuit la réflexion, on remarque que les deux contraintes de cisaillement qui sont dans le coin supérieur gauche, ainsi que les deux contraintes de cisaillement qui sont dans le coin inférieur droit, on peut les combiner ensemble et les remplacer par deux forces résultantes équivalentes qui vont nous donner deux forces résultantes de tension le long d'une diagonale inclinée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. C'est ce qu'on voit ici en bas à l'écran, qui c'est représenté par les deux forces en rouge. De la même façon, si on considère les deux contraintes de cisaillement dans le coin inférieur gauche, ainsi que les deux contraintes de cisaillement dans le coin supérieur droit de notre volume élémentaire de matière, on peut remplacer ces deux forces-là par des forces résultantes équivalentes qui vont nous donner des forces de compression le long de l'autre diagonale. C'est ce qui est représenté ici par les flèches bleues sur l'illustration. Donc, on voit que nos efforts de cisaillement, et verticaux et horizontaux, amènent une déformation de notre élément de matière qui va générer des efforts de tension sur l'une diagonale et des efforts de compression sur l'autre diagonale. Pour les matériaux qui possèdent une faible résistance à la tension, comme le béton par exemple, l'effort de tension qui va créer dans l'axe diagonal peut alors provoquer la rupture de la poutre. Donc, on va avoir une rupture en cisaillement, mais en fait, on va avoir une rupture en cisaillement, mais qui est provoquée par la tension qui est générée sur la diagonale. C'est ce qu'on a représenté à l'écran ici par la flèche, par la ligne brisée en jaune qui représente le plan de rupture qu'on aurait pour un matériau avec une faible résistance à la tension comme le béton. La photo qui est reproduite à l'écran illustre bien ce phénomène. En effet, sur la photo, on voit une poutre en béton armé qui a subi une rupture suite à un tremblement de terre. Donc, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un effort de cisaillement important du mouvement vertical du sol lors du séisme. Donc, on a ici, en rouge, on a représenté les efforts de l'effort tranchant à laquelle la poutre était soumise. Donc, on avait un effort tranchant vers le haut à gauche et vers le bas à droite. Donc, sous l'effet de cet effort tranchant-là, la poutre était incapable de résister aux efforts. Donc, on a toute la section qui est représentée ici en jaune à l'écran qui s'est rupturée. Donc, on a le béton qui s'est complètement désintégré là, dans cette zone-là sous l'effet de l'effort tranchant. Si on regarde de façon un peu plus précise, on voit bien une fissure ici qui est inclinée à peu près à 45 degrés. Donc, sous l'effet de l'effort tranchant, comme je le mentionnais, on a généré des efforts de tension à 45 degrés par rapport au plan de rupture. C'est ce qu'on voit en vert ici à l'écran. Et comme le béton n'avait pas une résistance suffisante en tension,
ben, il y a eu rupture. Donc, si on regardait dans toute la zone qui a été complètement démolie, on aurait une succession de fissures comme ça à 45 degrés, et c'est ça qui a amené l'effondrement de l'ouvrage. Après avoir étudié le comportement de la poudre sous l'effet de l'effort tranchant, nous allons maintenant nous intéresser à son comportement sous l'effet du moment fléchissant. Considérons une poutre simplement appuyée et imaginons une mince tranche verticale au milieu de la poutre. Avant l'application des charges, cette tranche est de forme rectangulaire. C'est ce qu'on voit ici en haut à droite de l'écran. On voit la représentation schématique de notre poutre et on voit au centre la tranche qu'on a isolée qui est représentée par le rectangle jaune. Lorsque la poutre va être soumise à une charge externe, par exemple une charge concentrée au centre de la portée, la tranche va se déformer pour devenir un élément prismatique où les deux faces latérales vont demeurer rectilignes tout en s'inclinant par rapport à la verticale. C'est ce qu'on voit ici sur l'illustration en bas à droite de l'écran. Donc on voit que notre tranche initiale, qui était rectangulaire, s'est déformée pour adopter une forme prismatique. La figure ci-contre montre le profil de déformation sur la hauteur de la tranche considérée. Donc en fait, si on regarde en bas de l'écran, on voit la vue schématique de notre poutre avec notre petite tranche initiale qui s'est déformée pour avoir une forme prismatique. C'est ce qu'on voit en jaune en bas de l'écran. Donc à droite de l'écran, en fait, tout ce qu'on a fait, on a agrandi cette jaune-là pour regarder, pour zoomer sur ce qui se passe sur notre tranche. Donc on a le profil initial de notre tranche là, qui est représenté par la ligne pointillée où on avait notre tranche rectangulaire. Puis ensuite, on a le profil final après l'application des charges qui est représenté par le prisme en rouge. Donc on voit que les deux faces verticales de notre tranche rectangulaire initiale se sont inclinées et qu'on a le haut de notre tranche qui s'est raccourci et le bas de notre tranche qui s'est allongé. On peut donc identifier ce qu'on va appeler un axe neutre au centre de la poutre et l'axe neutre va être défini comme l'endroit où les fibres horizontales ne subissent aucune déformation. Donc, si on regarde ici sur la figure à droite, on s'aperçoit qu'à mi-hauteur de la poutre, la largeur est restée constante. Hein? Donc, notre tranche déformée va avoir exactement la même largeur que la tranche initiale au centre. C'est ce qui est représenté par la ligne pointillée en bleu ici. Donc, sur cette ligne-là, la poutre ne subit ni allongement ni raccourcissement et est demeurée de même longueur. On a représenté ça aussi sur la figure en bas à gauche de l'écran. Donc, on voit sur toute la longueur de la poutre, on va pouvoir définir un axe neutre qui, dans ce cas-là, va passer par le centre de la hauteur de la poutre. Donc, on constate en regardant le profil à droite de l'écran que toutes les fibres horizontales qui vont être situées au-dessus de l'axe neutre vont subir un raccourcissement et seront donc comprimées. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on voit que si on regarde le schéma à droite, ben, pour toute la partie au-dessus de l'axe neutre, ben, on voit que la largeur de ma tranche initiale a diminué. Hein, donc, mes fibres horizontales se sont raccourcies. Donc, s'ils se sont raccourcies, c'est qu'elles ont été soumises à un effort de compression. On voit la même chose sur le diagramme en bas à gauche de l'écran. Donc, toute la région qui est située au-dessus de l'axe neutre, toute la longueur de la poutre, va être comprimée. Inversement, toutes les fibres horizontales qui vont être situées en dessous de l'axe neutre vont subir un allongement et seront donc tendues. C'est ce qu'on voit sur le diagramme à droite. Donc, on voit que sous l'axe neutre, toutes mes fibres se sont allongées. Donc, si elles se sont allongées, ça signifie qu'elles sont sollicitées en tension. Donc, c'est les zones bleues qu'on a représentées ici sur le schéma. Et de la même façon, si on regarde sur le diagramme de la poutre en bas à gauche de l'écran, ben, toute la partie en dessous de l'axe neutre va être soumise à un effort de tension horizontale. Si on reconsidère notre poutre tronquée en ne prenant en compte que le moment fléchissant, on constate que ce moment est dû des contraintes de compression dans le haut de la poutre et de tension dans le bas de la poutre. Donc, si on regarde en bas à gauche de l'écran, on a retracé le diagramme de corps libre pour notre poutre tronquée, à une distance X de l'appui gauche.
Donc, sur ce diagramme de carré bleu, on s'aperçoit que pour préserver l'équilibre statique de la partie tronquée, il faut qu'à l'endroit de la coupure, on génère un effort interne de flexion, un moment, qui va être égal à P fois X, la distance entre l'appui gauche et la section où on a coupé notre poutre, divisé par 2. Si on regarde le diagramme qui est représenté en bas à droite de l'écran, on constate aussi que, comme on a vu précédemment, toutes les fibres qui sont situées au-dessus de l'axe neutre vont être comprimées selon un profil rectangulaire. C'est ce qui est représenté ici par la surface en rouge. Donc, on pourrait remplacer l'ensemble de ces petites contraintes de compression-là par une force résultante F, qui est représentée ici par le vecteur rouge, le vecteur de force rouge. Donc, on pourrait remplacer ça par une résultante de compression. Inversement, pour toute la section de la poutre qui est située en dessous de l'axe neutre, cette section-là va être sollicitée en tension et on va avoir aussi un profil de contrainte qui va être triangulaire. C'est la zone bleue qu'on voit sur l'illustration en bas à droite. Donc, on pourrait remplacer l'ensemble des contraintes de tension dans le bas de notre poutre par une force résultante F qui est représentée ici par le vecteur de force bleu, par la flèche bleue. Donc, on a deux forces horizontales internes F de direction opposée. On a notre force de compression rouge qui est dirigée vers la gauche et notre force de tension en bleu qui est dirigée vers la droite. Donc, si on fait la sommation des forces horizontales, comme ces deux forces-là sont égales, on va trouver que la sommation des forces horizontales est égale à 0. Donc, on a l'équilibre translationnel dans le sens horizontal. Nos deux forces F sont également séparées l'une de l'autre par un bras de levier interne, qu'on va appeler D. Dans ce cas-là, étant donné que la répartition des contraintes est triangulaire, lorsqu'on va remplacer l'ensemble de nos contraintes par une force résultante équivalente, la force résultante équivalente va être placée au centre de gravité du triangle. Et dans le cas du triangle, on a vu ça dans une présentation précédente sur le centre de gravité. Le centre de gravité va être placé au tiers de la largeur. Donc, dans ce cas-là, notre bras de levier D, pour cet exemple-là, serait égal à 2/3 de la hauteur. Donc, on a nos deux forces F de direction opposée qui ont un bras de levier interne égal à D. Donc, l'ensemble de ces deux forces-là va créer un moment de rotation dans le sens anti-horaire et ça va créer un moment de rotation qui va être égal à la force F fois son bras de levier interne D. Donc, ce moment de rotation-là va être dans le sens anti-horaire et va venir contrebalancer la rotation dans le sens horaire qui est causée par la réaction d'appui là, P sur 2. Donc, on va avoir l'équilibre statique rotationnel. C'est la charge externe P sur 2 va générer sur notre section tronquée un moment de rotation dans le sens horaire qui va être égal à Px sur 2. Et pour équilibrer ça, on va générer des contraintes de compression et de tension à l'intérieur de notre poutre qui va faire en sorte qu'on va créer un effort interne qui va créer un moment qui va être aussi égal à Px sur 2, mais qui va être, dans ce cas-là, qui va produire une rotation dans le sens anti-horaire. Donc, on a l'équilibre statique rotationnel de notre poutre qui est préservé. Si on regarde plus attentivement le profil de contrainte sur toute la hauteur de notre poutre, on a, comme nous l'avons vu précédemment, un profil qui est triangulaire, avec les contraintes qui sont nulles au centre de la poutre et qui sont maximales aux fibres extrêmes, c'est-à-dire sur la fibre supérieure et inférieure, et entre les deux, on a une variation linéaire. Donc, on remarque que plus la matière va être placée loin de l'axe neutre, plus la contrainte va être élevée et plus le bras de levier va être grand. Donc, si on prend par exemple deux petits éléments de matière situés relativement près de l'axe neutre, on s'aperçoit que la force horizontale qui va générer la poutre va être relativement faible et le bras de levier entre ces deux forces-là va également être relativement faible. Donc, cette matière-là, nos deux petits éléments de matière placés en haut et en bas de l'axe neutre, vont générer un moment de flexion. Mais ce moment de flexion-là va être relativement faible, donc la contribution au moment de flexion générale de la poutre va aussi être relativement faible. Inversement, on s'aperçoit
que si on considère deux petits éléments de matière placés loin de l'axe neutre, donc si on prend par exemple deux petits éléments de matière aux fibres extrêmes, sur la fibre supérieure et inférieure de la poutre, on s'aperçoit d'une part que les efforts de compression et de tension à l'intérieur de notre poutre vont être beaucoup plus grands et que d'autre part, leur bras de levier va être beaucoup plus grand aussi. Donc, le moment interne qu'ils vont générer, qui est donné par le produit entre la force multipliée par le bras de levier, le moment interne qui va être produit va être beaucoup plus élevé aussi. Donc, on va avoir une plus grande contribution de la matière placée loin du centre là, pour le moment fléchissant résultant. Ce qu'on peut conclure de ça, on peut en tirer une conclusion simple mais très importante, c'est que plus la matière va être située loin de l'axe neutre, plus la matière va être située près du haut et du bas de la poutre, plus elle va être efficace en fait pour résister aux efforts de flexion. Par exemple, si on considère les deux poutres qui sont illustrées ci-dessous, ces deux poutres contiennent approximativement la même quantité de matériaux. Mais la poutre en forme de I, qui est illustrée à gauche, va être beaucoup plus efficace que la poutre circulaire qui est illustrée à droite, parce que la matière est concentrée loin de l'axe neutre. On voit que sur la poutre en I, toute la matière est placée loin de l'axe neutre, alors que pour la poutre circulaire, c'est l'inverse, toute la matière est regroupée près de l'axe neutre. Donc, dans ce cas-là, la poutre en I aura une résistance de plusieurs fois supérieure à la poutre circulaire en ce qui concerne la flexion. C'est ce qui explique aussi que les poutres en acier vont avoir justement une forme en I, parce qu'on veut maximiser l'efficacité de la... À titre d'exemple, la photo illustrée à l'écran montre une poutre en béton-armé qui a été soumise à un essai de flexion en laboratoire, et ce que nous voyons à l'écran, c'est la poutre après la rupture. Donc, on constate sur la photo qu'on a une série de fissures verticales dans le bas de la poutre. Donc, si on prend un plan de rupture, par exemple, le plan en jaune qui est illustré ici à l'écran, on s'aperçoit que sur ce plan vertical-là, on a eu des efforts de tension dans le bas de la poutre qui ont provoqué la fissuration du béton. C'est ces efforts de tension-là qui ont amené l'apparition des fissures verticales. Et on a eu des efforts de compression dans le haut de la poutre qui ont amené une délamination du béton. On voit qu'il y a une espèce de galette de béton dans le haut de la poutre qui s'est arrachée sous l'effet des efforts de compression. Donc, dans ce cas-là, on a chargé la poutre à un taux de charge supérieur à sa résistance, c'est-à-dire que les efforts de tension dans le bas de la poutre et les efforts de compression dans le haut de la poutre ont excédé sa résistance, ce qui a amené la rupture. On peut remarquer aussi sur l'image que les fissures verticales remontent très haut sur la poutre. Donc, en fait, notre axe neutre va être placé à un endroit qui est approximativement égal à celui que j'ai représenté ici à l'écran, là, par la ligne pointillée bleue. Donc, tout ce qui est au-dessus de cet axe neutre-là va être sollicité en compression. Tout ce qui est en dessous de l'axe neutre va être sollicité en tension, comme le béton a une résistance à peu près nulle en tension. On voit que les fissures remontent très haut, parce que sur toute la région où le béton est étendu, ma structure, ma poutre, est fissurée. Dans ce cas-là, l'axe neutre n'est pas au centre de la poutre, donc l'axe neutre n'est pas toujours au centre géométrique de la poutre. Le béton, je l'ai mentionné, on ne va pas en parler parce que c'est plus complexe. Dans le cas du béton, on a un matériau hétérogène où on a des barres d'armature dans le bas qui travaillent en tension et on a le béton qui travaille en compression dans le haut. Ça va faire en sorte que l'axe neutre va être situé à cet endroit-là. L'axe neutre va être situé plus vers le haut. Donc, pour une poutre en béton comme illustré à l'écran, la majorité de la poutre va être sollicitée en tension. Il va y avoir juste une petite épaisseur sollicitée en compression dans le haut de la poutre. Pour des poutres en bois ou en acier, la position de l'axe neutre va dépendre de la géométrie de la poutre. Si j'ai une géométrie qui est parfaitement symétrique sur l'axe vertical, mon axe neutre va toujours être situé au centre de la poutre. Mais si j'ai une géométrie qui n'est pas symétrique, si j'avais une poutre, par exemple, en forme de T, à ce moment-là, mon axe neutre ne sera pas situé au centre géométrique de la poutre. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Si je faisais la même démonstration, j'arriverais exactement à la même chose, que l'effort de compression
dans le haut va être égal à l'effort de tension dans le bas, et ces deux forces-là, égales mais direction opposée, fois leur bras de levier, vont me générer un moment de flexion interne qui va assurer l'équilibre rotationnel de ma poutre. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés sur la façon dont l'application de charge externe sur une poutre va générer des efforts internes qui vont préserver son équilibre statique. Maintenant, nous allons nous intéresser à la façon dont ces efforts internes-là vont varier tout le long de la poutre, et cela nous amène à introduire la notion de diagramme des efforts internes. Comme nous l'avons vu au tout début de cette présentation, nous pouvons calculer les efforts internes, c'est-à-dire l'effort tranchant grand V et le moment fléchissant M, sur n'importe quelle section d'une poutre, simplement en traçant le diagramme de corps libre d'une partie tronquée de la poutre et en faisant l'équilibre statique des forces à cet endroit. Si on effectue ce calcul sur plusieurs points de la poutre, on peut alors tracer ce qu'on va appeler un diagramme des efforts internes, qui est en fait une représentation graphique des efforts internes tout le long de la poutre. Ce diagramme va être utile car il nous permet d'identifier facilement les sections de la poutre où les efforts internes sont maximaux. Le traçage manuel du diagramme des efforts internes d'une poutre est une opération fastidieuse car elle nous oblige à calculer l'équilibre statique des forces en plusieurs points de la poutre. Pour les cas les plus courants, on peut se faciliter la vie et retrouver des diagrammes d'efforts internes dans plusieurs ouvrages, comme par exemple Handbook of Steel Construction, qui est publié par l'Institut canadien de l'acier. Donc, ces ouvrages-là vont nous donner les diagrammes d'efforts internes pour les cas de charge les plus courants. Pour les cas de charge plus complexes, ces diagrammes peuvent être obtenus facilement en utilisant un logiciel spécialisé, comme par exemple le logiciel Dr. BIM Pro que nous allons utiliser là, dans le cadre du cours. Donc, l'utilisation du logiciel Dr. BIM Pro pour tracer le diagramme des efforts internes va faire l'objet du prochain podcast. Avant de poursuivre, nous devons nous entendre sur la convention de signes qui va être utilisée. Donc, si on regarde dans un premier temps l'effort tranchant, par convention, on a décidé que l'effort tranchant serait positif si, lorsqu'on isole un petit élément de matière, l'effort tranchant sur la face verticale gauche de notre élément est dirigé vers le haut et l'effort tranchant sur la face verticale droite de l'élément est dirigé vers le bas, comme c'est illustré ici à gauche de l'écran. Donc, dans ce cas-là, on va considérer qu'on va avoir un effort tranchant positif. Inversement, si la face gauche de notre petit élément de matière est soumise à un effort tranchant dirigé vers le bas et la face droite à un effort tranchant dirigé vers le haut, on va considérer que l'effort tranchant va être négatif. En ce qui concerne le moment fléchissant, la convention de signe adoptée va être la suivante, c'est-à-dire qu'on va considérer que le moment fléchissant est positif si la fibre supérieure de la poutre est comprimée et la fibre inférieure est tendue. Inversement, si la fibre supérieure de la poutre est tendue et la fibre inférieure est comprimée, on va considérer que le moment fléchissant est négatif. Donc, c'est la convention de signe qu'on va utiliser pour tracer nos diagrammes de corps libre. C'est tout à fait arbitraire, on aurait pu choisir exactement l'inverse comme convention de signe et ça n'a aucune incidence sur le résultat final du dimensionnement de notre poutre. Nous allons maintenant donner quelques exemples de diagrammes d'effort interne. Le premier exemple que nous avons retenu, qui est celui qui est illustré ici à l'écran, c'est l'exemple le plus courant. En fait, c'est le cas où on a une poutre qui est simplement appuyée et qui supporte une charge uniformément répartie. Donc, cette poutre-là est représentée schématiquement en haut de l'écran. Donc, on voit notre poutre simplement appuyée avec la charge uniformément répartie, petit w, qui est exprimé en kilonewtons par mètre. Donc, notre poutre a une portée totale qui est égale à L dans ce cas-là. Donc, on a reproduit à l'écran le diagramme d'effort interne pour l'effort tranchant, V, et le diagramme d'effort interne pour le moment fléchissant, M. Donc, on s'aperçoit que dans le cas de l'effort tranchant, notre effort tranchant varie linéairement. Notre effort tranchant est maximum aux extrémités de la poutre, aux appuis. Et à cet endroit-là, la valeur Vmax va être égale à WL sur 2, la réaction d'appui. Et notre
notre effort tranchant va varier linéairement entre ces deux points-là, et on s'aperçoit qu'au centre de la poutre, on va avoir un effort tranchant nul. De la même façon, en bas, si on trace le diagramme des moments fléchissants, on s'aperçoit que, inversement, les moments fléchissants sont nuls aux appuis et vont être maximaux au centre de la poutre. Donc, au centre de la poutre, on retrouve le moment fléchissant maximal qui est égal à W fois L au carré sur 8. Et entre les deux, le moment fléchissant va varier selon un profil parabolique. Donc, la forme de notre diagramme de moment fléchissant adopte la forme d'une parabole. Donc, c'est nos diagrammes d'effort interne. Donc, pour les obtenir, on aurait pu couper, par exemple, notre poutre en 10 tranches et faire l'équilibre statique sur chacune de ces 10 tranches-là, de ramener les valeurs numériques sur nos deux diagrammes et on aurait obtenu ces profils-là. Je vous rappelle que pour les cas fréquents comme celui-là, il y a plusieurs handbooks qui nous permettent d'avoir ça directement. Évidemment, l'utilité du diagramme d'effort interne, c'est que ça nous permet visuellement de voir facilement où sont nos efforts maximaux. Donc, dans ce cas-là, on constate en regardant nos diagrammes d'effort interne que l'effort tranchant maximal est situé aux appuis et que le moment de flexion maximal, lui, est situé. À l'écran ici, nous avons reproduit les diagrammes d'effort interne pour un autre cas de charge courant, c'est-à-dire c'est le cas où on a une poutre simplement appuyée qui supporte une charge concentrée au centre de la portée. Donc, dans ce cas-là, si on regarde attentivement le diagramme d'effort interne, on constate qu'en ce qui concerne l'effort tranchant, notre effort tranchant est constant sur toute la longueur de la poutre. Il est positif sur la partie gauche de la poutre, négatif sur la partie droite, mais dans tous les cas, notre effort tranchant est égal à notre réaction d'appui, P sur 2. Si on regarde maintenant en bas notre diagramme de moment fléchissant, on s'aperçoit que notre moment fléchissant a un profil triangulaire avec un moment qui est nul aux appuis et un moment qui est maximum au centre de la portée. Et au centre de la portée, notre moment maximum va être égal à PL sur 4. On poursuit avec un autre cas de charge courant, qui est le cas où on a une poutre simplement appuyée qui supporte deux charges concentrées au tiers de la portée. Ce serait le cas, par exemple, lorsqu'on a une poutre principale qui supporte deux poutrelles qui viennent s'appuyer sur cette poutre-là. Donc, on a toujours la même chose, on a notre diagramme d'effort tranchant, notre diagramme de moment. En ce qui concerne l'effort tranchant, on s'aperçoit que sur les deux tiers de la poutre située près des appuis, on a un effort tranchant constant qui va être égal à notre réaction d'appui P. Et au centre de notre poutre, notre effort tranchant est nul. Donc, entre nos deux charges concentrées, l'effort tranchant va être nul. De la même façon, si on regarde en bas le diagramme de moment fléchissant, on voit que notre diagramme a une forme de parallélépipède. Donc, le moment est nul aux deux extrémités de la poutre, aux appuis. Ce moment-là va augmenter linéairement jusqu'au point d'application des charges et il va rester constant entre les deux charges. Donc, entre les deux charges, on va retrouver le moment maximum et le moment maximum dans ce cas-là va être égal à PL. On donne ici un dernier exemple avec le cas d'une poutre simplement appuyée qui supporte trois charges concentrées au quart de la portée. Donc, on a reproduit ici à l'écran notre diagramme d'effort tranchant. Donc, on s'aperçoit que notre effort tranchant est maximum aux appuis avec une valeur qui est égale à la réaction d'appui, 3P sur 2, et que cet effort-là est plus petit, en fait, dans la partie centrale de la poutre. Dans les parties centrales de la poutre, notre effort tranchant serait égal à P sur 2. En ce qui concerne notre moment fléchissant, on voit que notre moment fléchissant est toujours nul aux appuis et qui va être maximum au centre. Dans ce cas-là, l'effort de flexion maximum au centre de la portée va être égal à PL sur 2. Donc, on pourrait donner d'autres exemples. On va se limiter à ceux-là. Je précise aussi qu'on a donné le cas où on a une charge concentrée, deux charges concentrées, trois charges concentrées sur la poutre. Donc, si on a plus que trois charges concentrées, si on avait quatre charges concentrées, par exemple, ça pourrait être le cas si on a une poutre qui supporte, disons, 4 poutrelles.
on peut considérer qu'on a une charge uniformément répartie et on va obtenir pratiquement le même résultat, là. Donc, pour plus de 3 charges concentrées, on peut ramener ça, on peut simplifier en considérant que notre charge... En traçant le diagramme des efforts internes, on obtient les efforts maximaux qui sont imposés à notre poutre par l'application des charges externes. Maintenant, il nous faut évaluer les efforts résistants, c'est-à-dire quels sont les efforts auxquels, pour chaque poutre, nous pouvons calculer 2 efforts résistants. L'effort tranchant résistant qu'on va appeler V indice R et le moment fléchissant résistant qu'on va appeler M indice R, et ces 2 efforts vont être définis comme suit. L'effort tranchant résistant V indice R va être égal à l'effort tranchant maximal, exprimé en kN, qu'une poutre peut supporter sans se rompre. Et de la même manière, on va avoir notre moment de flexion résistant M indice R, qui va être défini comme le moment fléchissant maximal, exprimé en kN, qu'une poutre peut supporter sans se rompre. Les efforts résistants vont être atteints lorsque la contrainte maximale de cisaillement ou la contrainte maximale de flexion induite dans la poutre va excéder la résistance du matériau. Les efforts résistants vont donc être fonction de 2 paramètres. Tout d'abord, ils vont être fonction de la résistance du matériau. Évidemment, plus notre matériau est résistant, plus nos efforts résistants vont être élevés. Et ça va être aussi fonction, et c'est très important, de la géométrie de la section de la poutre. Donc, pour la même quantité de matériaux, 2 géométries différentes vont donner des valeurs de résistance différentes. Par exemple, on a mentionné précédemment qu'en flexion, on a intérêt à ce que la matière soit placée le plus loin possible du centre. Donc, les formes géométriques où notre matière est placée plus loin du centre vont nous donner des moments résistants plus élevés. L'effort tranchant résistant peut être calculé de la façon suivante. Donc, comme on voit ici à l'écran dans l'encadré jaune, on a que V indice R est égal à phi fois F indice V fois K fois A. Où V indice R est notre effort tranchant résistant, exprimé en kN. Phi est le coefficient de tenue, qui prend en compte la variabilité du matériau, donc qui est égal à 0,9 pour l'acier et le bois et 0,6 pour le béton. A représente l'aire de la section, exprimé en millimètres carrés. F indice V est égal à la contrainte admissible en cisaillement du matériau, exprimé en mégapascal. Et K est un coefficient relié à la géométrie de la section. Donc K est égal à 0,67 sur une section rectangulaire, mais il y aura d'autres valeurs pour d'autres géométries de section. Donc si on revient à notre équation illustrée en haut de l'écran, on s'aperçoit que cette équation-là, on peut la séparer en 2 termes. Le premier terme qu'on a représenté ici dans l'encadré bleu, phi fois F indice V, est relié en fait aux propriétés du matériau. En effet, phi c'est le coefficient de tenue, ça dépend de la variabilité des propriétés mécaniques du matériau, et F indice V, c'est la résistance du matériau en cisaillement. Le deuxième terme, ici de notre équation, qui est entourée en rouge ici à l'écran, est relié aux propriétés géométriques de la section. Donc, K, c'est un coefficient relié à la géométrie de la section et A, c'est l'aire de la section. Donc, on s'aperçoit que notre effort résistant, notre V indice R, est fonction de 2 paramètres, est fonction d'une part des propriétés du matériau et d'autre part des propriétés géométriques de la section de la poutre. Le profil des efforts de cisaillement sur une section de poutre est fonction de la géométrie de la section. Donc, on a vu précédemment que dans le cas d'une poutre rectangulaire, notre profil de cisaillement avait une forme parabolique, comme on a illustré ici en jaune à l'écran, où les efforts de cisaillement sont nuls aux fibres extrêmes de la poutre et sont maximaux au centre de la poutre. Si on avait une autre forme géométrique, si on avait par exemple une poutre en forme de I, on aurait un profil de cisaillement qui ressemble à ce qu'on a illustré ici en jaune à l'écran. Donc, notre cisaillement est toujours nul aux fibres extrêmes de notre poutre, mais on s'aperçoit qu'il augmente très rapidement et que dans toute l'arme de notre poutre en I, le cisaillement est pratiquement constant. Il augmente un petit peu vers le centre, mais on a un cisaillement pratiquement constant dans toute l'arme de la poutre. Donc,
Plus les efforts de cisaillement vont être répartis uniformément sur toute la hauteur de la poutre, c'est le cas par exemple de la poutre en I par rapport à la poutre rectangulaire, plus sa résistance va être élevée à l'égard de l'effort tranchant. Et la façon dont on va prendre ça en compte dans le calcul de l'effort tranchant résistant, ben c'est le fameux facteur K qu'on avait précédemment. Tout à l'heure, dans l'équation, on avait un facteur K qui était fonction de la géométrie de la poutre. Donc, ce facteur K-là va tenir compte de la répartition, justement, des efforts à l'intérieur de nos poutres. On s'aperçoit aussi que dans le cas des poutres en I en acier, qui est un cas très, très courant, ben, c'est essentiellement les ailes qui vont transmettre les efforts de flexion, parce que comme les ailes de la poutre sont placées loin du centre, loin de l'axe neutre, ben, c'est elles qui vont contribuer essentiellement à reprendre l'effort de flexion. Mais l'effort de cisaillement va être essentiellement repris par l'âme de la poutre. Hein, les ailes vont avoir très peu de contribution à la résistance, à l'effort tranchant. C'est vraiment l'âme de la poutre qui va résister à l'effort tranchant. On poursuit maintenant avec le moment résistant. On va trouver que le moment résistant peut être calculé de la façon suivante, où on va avoir M indice R est égal à phi F indice Y fois I divisé par C, où M indice R représente notre moment résistant, exprimé en kN/m. Phi est notre coefficient de tenue, qui prend en compte la variabilité du matériau. Donc, comme précédemment, on a que phi est égal à 0,9 pour l'acier et le bois et 0,6 pour le béton. I est une propriété géométrique de la section qu'on va appeler le moment d'inertie et qui va être exprimé en millimètres exposant 4. Donc, on va revenir dans quelques instants sur le moment d'inertie. F indice Y représente la contrainte admissible en flexion dans le matériau. Ça va être exprimé en MPa, en mégapascal. Donc, ça va être la contrainte, en fait, soit la contrainte maximale de tension ou de compression que notre matériau est capable de résister. Et puis, C va représenter la distance entre l'axe neutre et la fibre extrême de notre poutre, exprimée en millimètres. Donc, comme précédemment, si on revient à notre équation pour le moment résistant, on peut identifier deux termes. Le premier terme qu'on a identifié ici en bleu à l'écran, phi F fois F Y, est relié aux propriétés du matériau. On a toujours que phi, notre coefficient de tenue, qui prend en compte la variabilité du matériau. Et dans ce cas-là, Fy représente la résistance du matériau, là, la contrainte admissible en flexion. Le deuxième terme de notre équation, I sur C, est relié aux propriétés géométriques de la section. Donc, I, le moment d'inertie, c'est relié à la géométrie de la section. Et C, c'est la distance entre l'axe neutre et la fibre extrême. C'est également relié aux propriétés géométriques de la section. Donc, on constate que comme pour l'effort tranchant, le moment de flexion résistant dépend à la fois des propriétés du matériau et des propriétés géométriques de la section. Maintenant, nous allons considérer le moment d'inertie. En fait, le moment d'inertie est une propriété géométrique des sections qui mesure la résistance qu'un corps oppose aux déformations de flexion. Par exemple, pour une section rectangulaire, telle qu'est illustrée l'écran, là, qui ferait une largeur B, une hauteur D, ben notre moment d'inertie serait égal à B fois D exposant cube divisé par 12. Donc, je ne rentrerai pas en détail dans le calcul du moment d'inertie, parce que ça serait trop lourd, ça prendrait trop de temps et ça excède un peu le cadre du cours. Dans le cours, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'intéresser à ça. Mais disons évidemment, c'est quelque chose qu'on peut calculer pour différentes formes de sections. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la matière est située loin de l'axe neutre, plus le moment d'inertie est élevé. Hein, sur l'exemple qu'on a à l'écran, sur la section rectangulaire, on s'aperçoit que le moment d'inertie varie en fonction de la largeur de la poutre. Donc, si on double la largeur, si on double la valeur de B, bon, on double l'inertie. Par contre, on s'aperçoit que ça varie par rapport à la hauteur exposant 3, hein, la hauteur au cube. Donc, c'est D au cube. Donc, si on double la hauteur de la poutre, ben, on a 2 exposant 3, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8. Donc, on multiplie le moment d'inertie par 8. Donc, pour la même quantité de matière, on double la largeur, on augmente le moment d'inertie par 2,
on double la hauteur, on augmente le moment d'inertie d'un facteur 8. Donc, plus la matière va être située loin du centre, comme je le mentionnais précédemment, plus notre section va être efficace. Donc, les sections les plus efficaces, en fait, c'est les sections en forme de I. C'est la forme courante qu'on retrouve là dans les poutres en acier. Donc, nous allons pas voir plus en détail comment calculer le moment d'inertie, mais retenez simplement que pour une section, une géométrie donnée, on peut calculer. À titre informatif, nous avons ici à l'écran reproduit un tableau qui donne la résistance des principaux matériaux de construction. Donc, on a ici dans le tableau la contrainte admissible en cisaillement et en flexion, exprimée en MPa pour différents matériaux. On constate que l'acier de charpente a une très grande résistance. On a une résistance en cisaillement de 235 MPa, une résistance en flexion de 350 MPa. Donc, c'est très élevé. Dans le cas des charpentes en acier, pour les cas les plus courants, la résistance des poutres va être généralement gouvernée par les efforts de flexion. C'est généralement la résistance en flexion qui est la plus limitative. Donc, on va généralement atteindre la résistance en flexion avant la résistance en cisaillement. C'est rare que c'est le cisaillement qui est le facteur le plus important. En ce qui concerne le bois lamelé collé, on voit ici, on a une résistance en flexion de 25,6. Ça dépend des essences de bois, là. Mais disons pour les essences de bois couramment utilisées au Québec, 25,6 est la valeur la plus fréquente. Et on a une résistance en cisaillement de 1,75 MPa. Donc, on s'aperçoit entre autres que le bois a une résistance en cisaillement qui est très faible comparativement à la résistance en flexion. Donc, lorsqu'on va dimensionner des poutres en bois, parfois ça va être la résistance en flexion qui va gouverner le dimensionnement, mais très souvent, ça va être la résistance en cisaillement qui va être l'élément le plus limitatif. Puis enfin, pour le béton armé, on a une résistance en cisaillement aussi très faible, qui est égale à... Lorsqu'une poutre est soumise à des charges externes, on veut évidemment que cette poutre-là soit suffisamment résistante pour résister aux charges qui lui sont appliquées, mais la résistance n'est pas un critère suffisant. On veut également que notre poutre soit suffisamment rigide pour que les déformations causées par l'application des charges externes, sous l'effet des charges qui leur sont appliquées, les poutres subissent un fléchissement, c'est-à-dire des déformations verticales que nous allons appeler des flèches. C'est ce qu'on a illustré schématiquement sur l'image en bas de l'écran. Donc, on voit ici une poutre qui est soumise à une charge externe. Donc, sous l'effet de la charge externe, la poutre va se déformer et la flèche va représenter le déplacement vertical de la poutre. Donc, on a ici la ligne en pointillé bleu qui représente le profil initial de la poutre. On a le profil déformé de la poutre après l'application des charges et la différence entre les deux va nous donner notre valeur de flèche. Pour représenter la flèche, on va utiliser la lettre grecque delta. Donc, si les déformations de la poutre sont trop importantes, ça peut occasionner différents problèmes. Ça peut occasionner un inconfort pour les usagers. Ça peut amener des vibrations qui vont être également gênantes. Ça peut provoquer des défauts esthétiques, des mauvais alignements, des fissures, etc. Ça peut amener le bris d'éléments de finition comme des cloisons sèches, des parois de verre, des revêtements de gypse, de plâtre, des tuiles de plancher qui vont se fissurer ou s'abîmer. Et ça peut aussi amener des problèmes fonctionnels, par exemple un mauvais fonctionnement des portes et des fenêtres. Donc, pour toutes ces raisons, il faut limiter la déformation des poutres à des valeurs raisonnables. Si on s'intéresse tout d'abord aux charges mortes, c'est-à-dire essentiellement la charge qui est associée au poids des planchers, on constate qu'habituellement, ces charges ne causent pas tellement de problèmes, car d'une part, elles sont corrigées au moment de la construction, elles sont donc peu perceptibles pour les usagers, et d'autre part, elles surviennent avant la construction des éléments de finition, comme les cloisons sèches, les parois de verre, les revêtements de plancher, les portes et fenêtres, etc. Donc, avant la construction des éléments qui pourraient être endommagés par des déformations excessives. De plus, lorsque ces déformations sont trop grandes, on peut souvent les contrôler en imposant une cambrure à la poutre, c'est-à-dire ce qu'on va appeler une cambrure, c'est une déformation verticale égale à la flèche qui sera provoquée par les charges mortes. Donc, on a un exemple ici en bas à l'écran, on a un schéma qui illustre ça. Donc, sur la figure en bas à gauche, on voit notre poutre
qui a une cambrure, donc c'est-à-dire notre poutre initiale en usine, lorsqu'on va la fabriquer, c'est une poutre en acier, par exemple, ou en béton, ben on va lui donner une forme cambrée comme ça, on va s'organiser pour qu'à l'origine, on ait une déformation verticale dans notre poutre, ce qui fait que lorsqu'on va appliquer la charge sur cette poutre-là, c'est ce qu'on voit à droite, en fait, sous l'action de la charge, notre poutre va se déformer et la flèche qui va résulter de la déformation de la poutre sous l'effet des charges, ben, elle va être en fait égale à la cambrure. Donc, ce qui fait qu'après l'application de la charge morte, ben, notre poutre va être horizontale. Donc, pour toutes ces raisons, les charges mortes, généralement, posent pas beaucoup de problèmes au niveau des déformations. Donc, on ne va pas tellement s'en soucier non plus au niveau du dimensionnement préliminaire. Cela nous amène à dire que ce sont essentiellement les flèches causées par les charges vives qui vont créer des problèmes dans les bâtiments. C'est pourquoi le Code national du bâtiment du Canada, comme tous les codes de construction nationaux d'ailleurs, va exiger que les flèches maximales causées par les charges vives non majorées n'excèdent pas certaines valeurs limites qui sont représentées ici sur le tableau, où elles représentent la portée de la poutre. Donc, si on regarde dans le tableau, on s'aperçoit que pour une toiture, par exemple, la flèche maximale qui est autorisée par le CNB est égale à L sur 180. Donc, on autorise une flèche relativement grande parce que sur une toiture, il n'y a pas d'usager qui marche dessus, puis habituellement pas beaucoup d'éléments qui sont rattachés à ça. Donc, on peut avoir des déformations plus importantes sans que ça crée de problème. Le deuxième cas qu'on voit ici au centre de l'écran, c'est lorsqu'on a un plancher qui ne supporte pas d'éléments de finition. Donc, à ce moment-là, ces éléments-là ne peuvent pas subir de dommages ou déformations de la poutre. C'est essentiellement le confort des usagers qui va être important. Donc, on va limiter les flèches à une valeur qui ne va pas dépasser L sur 240. Et finalement, pour les planchers qui vont supporter des éléments de finition, des murs de gypse ou de plâtre, des cloisons en verre, des choses comme ça, des éléments qui pourraient subir des dommages si les déformations du plancher sont trop grandes, bon, on va être plus sévère et on va limiter la flèche maximale à L sur 360. Je précise que pour estimer ces flèches-là autorisées, on va toujours considérer uniquement la charge vive non majorée. Parce que la majoration des charges qu'on a vu précédemment, en fait, visait à nous assurer un certain coefficient de sécurité pour nous protéger, là, pour être sûr que la poutre va résister aux charges qui lui sont appliquées. Dans le cas des flèches, ben, à la limite, si la flèche est trop grande, on va avoir des inconvénients, mais c'est pas dangereux pour la sécurité des occupants. Donc, dans ce cas-là, on va essayer d'évaluer la flèche réelle qui va survenir dans notre poutre. Et la flèche réelle qui va survenir dans notre poutre, ben, c'est la flèche qui est causée par la charge vive non majorée. Donc, le calcul des flèches va se faire toujours avec la charge vive non majorée. C'est un point qui est très important là, dans le dimensionnement. Également, c'est que la déformation des poutres est directement proportionnelle à la charge appliquée et indirectement proportionnelle à la rigidité. Ça signifie que si, par exemple, la charge est 2 fois plus grande, ben, notre flèche va être 2 fois plus grande. Et la rigidité, pour sa part, va être définie, comme on voit à l'écran ici dans l'encadré jaune. La rigidité, c'est égal au module élastique fois le moment d'inertie. Donc, le module élastique, c'est une propriété du matériau. Plus le module élastique est élevé, ben, plus le matériau est rigide, c'est-à-dire moins il va se déformer sous l'application d'une charge. Et on a le moment d'inertie, comme on a dit précédemment, qui est une propriété géométrique de la section, donc qui dépend de la géométrie de la poutre. Plus le moment d'inertie va être grand, ben, plus la poutre va être rigide également, puis moins elle va se déformer. Si on regarde le tableau qui est illustré ici à droite de l'écran, ce tableau-là donne les modules élastiques des principaux matériaux de construction. Donc, on voit que l'acier de charpente a un module élastique très élevé. On a un module élastique de 200 000 MPa. En fait, c'est à peu près le matériau le plus rigide qu'on retrouve là, sur Terre. L'acier est vraiment très, très rigide. C'est un des grands avantages aussi de l'acier de charpente, c'est que ça va nous donner avec peu de matière, on va avoir des structures très rigides, des structures qui vont peu se déformer. Pour le bois de la lamelée collée,
Bon, on voit que le module SIC est beaucoup plus petit. Là. Notre module SIC est seulement de 13 100 MPa, ce qui veut dire qu'une poutre en bois lamelé collé qui aurait exactement la même géométrie qu'une poutre en acier, par exemple, va se déformer environ 15 fois plus. Et finalement, on a le module SIC du béton armé qui est environ de 30 000 MPa. Donc, le fléchissement des poutres, fonction de la charge et fonction de la rigidité qui est égale au rapport là, EI, donc qui dépend d'une part des propriétés du matériau et d'autre part de la géométrie de la section. On a repris ici le diagramme d'effort interne pour une poutre simplement appuyée supportant une charge uniformément répartie et on a ajouté en haut à droite de l'écran là, la flèche maximale. Dans ce cas-là, la flèche maximale est au centre de la poutre et on a une flèche maximale qui est égale à 5W fois L exposant 4 sur 384 EI. Donc, comme je le mentionnais précédemment, on constate que la flèche est proportionnelle à la charge, W. Donc, si on double notre charge, on double la valeur de notre flèche, et que la flèche est inversement proportionnelle à la rigidité de la poutre, c'est-à-dire la valeur EI. Si notre poutre est 2 fois plus rigide, notre déformation va être 2 fois moins grande. Par contre, ce qui est intéressant ici, lorsqu'on regarde l'équation pour la flèche maximale, on voit que la flèche varie par rapport à la portée exposant 4. Donc, on constate que la déformation de la poutre va être très influencée par la portée. Ici, si on double la portée, en fait, c'est 2 exposant 4, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16. Si on double la portée, on multiplie la flèche par 16. Donc, c'est très important. Donc, plus on va aller vers des poutres de longue portée, comme la déformation varie par rapport à la portée exposant 4, plus la question de la rigidité va devenir importante et plus la déformation des poutres va devenir un critère prépondérant dans le dimensionnement des poutres. Pour les très petites poutres, c'est souvent l'effort tranchant qui est l'élément qui domine. Pour les poutres de moyenne portée, ça va être le moment fléchissant qui va être l'élément le plus important. Et pour les poutres de très longue portée, ça va être habituellement les flèches qui vont être le facteur le plus important dans le dimensionnement. En donnant les flèches maximales pour d'autres cas de charge courants, ici on a le cas d'une charge concentrée appliquée au centre de la portée. Donc dans ce cas-là, on voit que la flèche maximale est égale à PL³ sur 48 EI. Donc c'est toujours les mêmes constatations, ça varie proportionnellement à la charge, inversement proportionnellement à la rigidité de la poutre, et ça varie par rapport ici à la portée exposant 3. Donc encore une fois, on voit que les flèches augmentent très rapidement avec la portée de la poutre. Il supporte deux charges concentrées au tiers de la portée. On voit ici à l'écran, la flèche maximale est égale à 23 fois P L exposant 3 divisé par 648 TI, donc les mêmes constatations que précédemment. Enfin, si on regarde le dernier exemple qu'on a donné précédemment, où on a une poutre simplement appuyée qui supporte trois charges concentrées au quart de la portée, dans ce cas-là, on obtient que la charge maximale au centre de la poutre est égale à P fois L³ divisé sur 216 EI. J'en profite pour mentionner qu'en fait, plus la charge va être concentrée au centre de la travée, plus les déformations vont être importantes. Et inversement, si la charge est située plus près des appuis, les flèches vont être moins grandes. Donc, c'est vraiment les charges qui sont appliquées au centre de la portée qui va produire les flèches les plus importantes. Donc, on en arrive finalement à la question du dimensionnement des poutres. Lorsqu'on va parler du dimensionnement des poutres, en fait, on fait référence au processus qui va nous amener à choisir une poutre dans des conditions de... Nous allons suivre un processus en plusieurs étapes. La première étape consiste à calculer les charges qui sont supportées par la poutre. Dans la deuxième étape, nous allons tracer un diagramme des efforts internes, soit à partir des schémas qu'on a présentés précédemment pour les cas de charge courants, soit en utilisant le logiciel Dr. Beam Pro pour les cas de charge plus complexes. Et à partir du diagramme des efforts internes, on va calculer les efforts maximaux, V indice F et M indice F, provoqués par l'application des charges totales majorées. Je précise que l'utilisation du logiciel Dr. Beam Pro fait l'objet du prochain podcast.
La troisième étape consiste à choisir un profilé en acier ou en bois lamelé collé qui respecte les deux conditions suivantes, à savoir que l'effort tranchant résistant VR est plus grand ou égal à l'effort tranchant causé par les charges externes, VF, et aussi que le moment résistant MR est plus grand ou égal au moment causé par l'application des charges externes, MF. Pour les profilés standards disponibles au Canada, le choix d'un profilé se fait très facilement en consultant un tableau qui est donné dans le document intitulé Table de sélection de profilés standards et qui est disponible sur le site de cours. L'utilisation de ce document fait l'objet d'un autre podcast. On peut aussi concevoir un profilé sur mesure en utilisant les feuilles Excel conçues à cet effet et qui sont aussi disponibles sur le site de cours. Cela aussi fait l'objet d'un autre podcast. À la quatrième étape, nous allons utiliser le logiciel Dr. Beam Pro pour calculer la flèche maximale qui est causée par la charge vive non majorée, qu'on va représenter par le symbole delta indice max, et on va vérifier si cette flèche est inférieure à la flèche maximale qui est autorisée par le Code national du bâtiment du Canada, qu'on va désigner par le symbole delta indice ADM pour la flèche admissible. Si on constate que la flèche maximale est inférieure à la flèche admissible définie par le code, notre processus de dimensionnement est terminé, on a trouvé le bon profilé. Si ce n'est pas le cas et que notre flèche maximale dépasse la flèche admissible, on va faire une cinquième étape. Donc la cinquième étape, c'est que dans ce cas-là, notre flèche est trop grande. Donc on va choisir un autre profilé qui possède un plus grand moment d'inertie. On pourrait calculer le moment d'inertie qui est requis en faisant simplement une règle de 3. Donc, on a le moment d'inertie requis par notre profilé qui est égal au moment d'inertie du premier profilé fois le rapport entre la flèche maximale sur la flèche admissible. Donc, on pourrait choisir un autre profilé qui va avoir une inertie suffisante et dans ce cas-là, le processus de dimensionnement est terminé. J'ajoute qu'un autre podcast donne un exemple détaillé du processus qui mène au dimensionnement des poutres. Donc, dans un autre podcast, on va voir en détail ce processus-là. Je vous remercie pour votre attention.